populisme ou la mort, il a publié un deuxième recueil de chroniques d'exploration de la société française. C'est le critique littéraire de Valeurs Actuelles, celui à qui l'on doit de belles chroniques littéraires sur TVL, et vous pourrez découvrir en même temps que ce Zoom, celui à qui l'on doit donc de belles chroniques littéraires sur TVL, eh bien, il s'agit de l'écrivain Olivier Mélin. Bonjour Olivier. Bonjour Martial. Avec La République des copains, votre regard incisif et caustique se porte sur les années allant de 2012 à 2016. Peut-on parler d'un journal ou s'agit-il véritablement d'un pamphlet ? Alors, si vous voulez, ces chroniques, donc elles font suite à un premier recueil qui avait été publié il y a quelques années, qui s'appelait Le populisme ou la mort. Et en fait, c'était des chroniques journalistiques que j'ai tenues dans un journal qui a malheureusement disparu aujourd'hui et qui s'appelait Minute. Certains l'ont bien connu. Et pendant 4 ou 5 ans, on m'a confié la dernière page de Minute avec une liberté totale. C'est-à-dire qu'on me disait, voilà, tu as une page, tu fais ce que tu veux. Et donc j'en ai profité, si vous voulez, pour donner en effet des chroniques sur l'actualité. Je dirais que c'était des chroniques entre le journalisme et la littérature. C'est-à-dire que c'est des chroniques qui étaient quand même écrites, je veux dire au sens avec un effort de stylistique quelque part, et donc d'une liberté totale. Je choisissais un sujet dans la société qu'on vivait et je le développais. J'essayais un petit peu d'éclairer mon lecteur. Si vous voulez. En fait, c'est du journalisme quand même, dans la mesure où, vous savez, on oublie toujours que le journalisme, il y a 2 pans. Il y a un pan de journalisme, on va dire, d'investigation, de recherche de l'information, mais il y a aussi un pan du journalisme, et dès l'origine du journalisme au 19e siècle, si vous voulez, un pan qui est plus, j'allais dire, éditorialisant, enfin, qui est plus d'analyse, qui est plus de livrer une réflexion sur l'actualité, sur ce qui nous arrive, en quelque sorte. Et ça, c'était plutôt ce que j'essayais de faire. Mélin, Balzac. Non, n'exagérons rien. Mais disons que c'était dans ce journalisme que j'essayais de me mettre. C'est un journalisme qui essayait un petit peu de donner des clés, si vous voulez, de compréhension de l'époque et d'essayer de voir surtout ce qu'il y a un petit peu sous la surface, vous voyez. Parce qu'il y a toujours la surface, c'est l'actu, et j'essayais de voir un petit peu en dessous les forces en présence, ce qui arrivait, ce que j'estimais en tout cas, voilà. C'était un petit peu le boulot que je m'étais fixé. Alors en lisant ces chroniques publiées chez Via Romana, l'excellent Benoît Mancheron de Via Romana, et que cet ouvrage vous retrouvez sur la boutique TVL, sur le site tvl.fr, en lisant donc ces chroniques relatant des événements, je l'ai dit, de 10 ans d'âge, j'ai été, moi, stupéfait par la très grande actualité des thèmes, la très grande résonance finalement avec les événements que nous vivons en 2024. Et je vous propose de retenir quelques personnalités pour commencer. Et tout d'abord, parce que l'on nous parle d'une popularité renouvelée et retrouvée, François Hollande. Alors vous l'affublez de tous ces petits noms au sobriquet, Fraisse des Bois, Fraisse d'Agada, Guimauve le Conquérant, Flamby ou encore Caramel Pudding. Et que penser du personnage devenu la 3e personnalité la plus populaire auprès des Français, si l'on en croit les sondages? Alors, d'abord un petit mot sur effectivement ces chroniques donc, qui datent d'il y a 10 ans maintenant, donc ça remonte. Et en même temps, si on a décidé avec Benoît Mancheron, dont vous parliez à l'instant, de les rééditer, c'est parce qu'on trouvait qu'il y avait pas mal de choses qu'on vit aujourd'hui qui se mettaient en place à ce moment-là. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant si vous voulez, de plonger un peu dans les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Et notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, on est dans la période qui annonce la Macronie. Ce qu'on appelait parfois à l'époque, c'est l'UMPS, certains s'en rappellent. C'est-à-dire, en fait, c'était d'un côté les socialistes, d'un côté la droite parlementaire, comme on l'appelait, qui passaient le pouvoir et qui, en fait, faisaient l'un dans l'autre la même politique. Voilà. Et d'ailleurs, cette UMPS donnera finalement la Macronie, avec des ralliements de droite et de gauche, et donnera la politique qu'on connaît aujourd'hui. Et sur plein d'aspects, il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, pour parler des petits surnoms de Hollande que vous évoquez, c'est pas moi qui les ai inventés, ça. Hein. Moi, je m'étais amusé dans une chronique à reprendre tous les surnoms que lui donnaient ses petits camarades du PS, pour vous dire combien il le tenait en estime. Il faut se rappeler, alors les plus jeunes, ça commence vraiment à dater, mais il faut se rappeler que François Hollande, il est arrivé quasiment accidentellement. Celui qui était prévu de longue date, qui était sur les rails, vous vous rappelez bien, c'était DSK. C'est lui qui devait être président de la République. Et puis, Dominique Strauss-Kahn. Et puis, il y a eu certaines affaires malheureuses qui ont fait qu'il s'est retrouvé. Et en fait, François Hollande s'est retrouvé là un petit peu par hasard. Et moi, ce qui m'amusait à l'époque en tant que chroniqueur, c'était de voir que tous ces petits copains du PS le prenaient pour un guignol, en fait, pour un guignolo. Et l'affublait de Fraisse des Bois, effectivement, de tous ces petits noms. Et donc, voilà, moi, je relatais simplement ça. Et notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y a toute une première partie de ces chroniques qui sont, en fait, que j'appelais
s'appelait Pâté de campagne, où je suivais la campagne présidentielle donc de 2012 et la campagne législative qui a suivi. Et c'était drôle parce que vous savez, dans les campagnes, quand on regarde un petit peu voilà, la communication qui est mise, voilà, qui est utilisée pour faire voter les gens, dans cette communication, il y avait des petits ratés, notamment, bon, c'est anecdotique, mais il y a un moment donné où les candidats, le candidat Hollande, à Hollande avait cité Shakespeare. Non, un manque de bol, c'est un de ses conseillers qui avait tapé sur Google, et c'était un autre Shakespeare, c'était un écrivain anglais contemporain, et enfin voilà, ce genre de petites choses m'amusait beaucoup, et donc je les croquais. Alors, 2012-2024, il y a 12 ans, et pourtant, on retrouve toujours les mêmes, notamment le portrait de Jean-Luc Mélenchon. On est en 2012, et vous dites de lui, certains disent que Mélenchon est un gentil garçon, timide et gauche, d'autres qu'il a conservé de son passé lambertiste, un côté petite frappe qui sort très vite de ses gonds. 12 ans plus tard, vous avez tranché sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, toujours pas, parce que dans la mesure où, si vous voulez, il apparaît de plus en plus comme une petite frappe, ça c'est évident. Maintenant, dans son comportement privé, je ne le connais pas, mais il y a quand même beaucoup de gens, parce qu'à l'époque, j'entendais des gens que je connaissais qui disaient que... Et on l'avait vu du reste, vous vous rappelez qu'il avait des mots très durs entre Macron, puis un jour il croise Macron, là on est un peu plus tard, hein, Macron venait d'être élu, et puis là il y avait le gentil garçon qui baissait les yeux, qui était tout. Donc, on ne sait pas, c'est un mystère. Dès qu'il y a une caméra, en tout cas, il fait le mariole, ça c'est certain. Bon, et puis, la chronique que vous venez de citer, là, c'était un chroniqueur assez célèbre à la télévision qui s'était permis de lui faire remarquer qu'il y avait plein de fautes dans son livre qu'il venait de publier dans les années 2014-15. Et effectivement, qui avait raconté après que Mélenchon avait failli quand même lui casser la gueule, vous voyez, dans les coulisses. Donc là, c'était le côté petite frappe. Bon, voilà, il est entre les deux. Donc vous n'avez pas tranché. Il va falloir trancher encore sur vos erreurs, sur vos analyses, avec une autre personnalité, qui, elle, ne cesse de monter en puissance. Il s'agit évidemment de Marine Le Pen. Alors, vous laissez aller à une confidence, hein, puisque vous écrivez, je cite, le 25 avril 2012, « J'ai voté, pour la première fois de ma vie, j'ai voté Marine Le Pen ». Et vous rajoutez, par instinct, plus qu'autre chose. Est-ce que votre instinct vous a trompé ? Parce que vous savez, Dieu disait que rien ne se fourvoie. Là encore, et c'est vrai que il est vrai que j'ai voté pour la première fois en 2012. Et c'est vrai que je ne peux pas dire autre chose, c'était un instinct, je me suis dit, et depuis, cet instinct me commande quand même en tout cas, de ne plus voter, ça c'est certain, pour ce qu'on appelait naguère, ou ce qu'on peut encore appeler le système. Voilà. Si vous voulez, il y a une chose dont je suis convaincu, d'une chose, c'est que ceux qui nous ont mis dans la panade dans laquelle on est actuellement ne nous en sortiront pas. Voilà, ça c'est ma conviction. Maintenant, qui nous en sortira, je n'en sais rien. Voilà, mais je sais que c'est pas ceux qui nous ont mis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc déjà, c'est déjà un premier. J'ai voté Le Pen pour que tous ces gens disparaissent. Oui, bien sûr. C'est cette classe politique. Bien sûr. C'est ce qui m'avait amené à nommer mon premier ouvrage, Le populisme ou la mort. C'était comme ça que j'entendais le populisme, si vous voulez. C'était à un moment donné, c'était le coup de balai. Si vous voulez, cette élite qui s'est trompée depuis 30 ou 40 ans, avec l'immigration massive, la chute de l'autorité, la chute de l'école, enfin tout ce que vous voulez, la chute de l'hôpital, la chute de tout, la chute de la Maison France. Cette élite qui s'est trompée dans ses choix systématiquement, cette élite-là ne nous sortira pas, parce qu'elle a un logiciel, on le voit encore actuellement avec Macron, enfin je veux dire, Macron, ça commence à se dire maintenant, il a échoué partout, il a échoué dans les finances, il a échoué, la France se porte beaucoup plus mal que lorsqu'il est arrivé, mais on oublie de dire souvent qu'il n'a pas échoué dans l'Europe. Et que c'est tout ce qui l'importe. Vous voyez, son logiciel, c'est l'Europe. C'est la fin de la souveraineté française, c'est la fin de la France, et il prépare quelque chose. On nous prépare vraisemblablement quelque chose de monstrueux, parenthèse. C'est-à-dire un vrai basculement vers le fédéralisme, sans référendum, sans rien. Bon. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que ces gens-là, le MPS, comme on disait, ou en tout cas ces partis de gouvernement, se sont trompés. Ils se sont trompés et leur logiciel fait qu'ils ne reviendront pas en arrière. Voilà, c'était ça. Donc l'instinct dont je parlais, c'était ça. C'est-à-dire de dire il faut quelqu'un de neuf. Marine Le Pen l'était, neuf au sens... vous voyez ce que je veux dire, au sens elle n'a jamais exercé la politique. Et alors, est-ce que je me suis trompé ? Je pense pas m'être trompé. J'ai l'impression quand même, si on parle de Marine Le Pen et du Rassemblement national, alors certains me diront que le discours est édulcoré, que je veux bien entendre, mais enfin, il y a quand même des ralliements qui sont des ralliements de gens très sérieux, qui commencent à prendre ce parti très au sérieux, et qui commencent à avoir une véritable volonté de remettre la France dans les rails. Voilà. Moi, c'est ce que j'observe.
Au-delà des personnalités, alors il y a la persistance des thèmes. Alors prenons-en quelques exemples. Un exemple simple, c'est l'islam. Alors vous écrivez une phrase qui est importante parce que vous parlez avec l'islamisme d'une régression de cette civilisation tiraillée par des forces morbides que les régimes arabes contenaient tant bien que mal. Oui, je le crois. Une approche un peu différente. Je le crois, effectivement. Je crois que, si vous voulez, bon, il y a deux sujets dans l'islam. Hein. Il y a l'islam en France, et là, je suis comme beaucoup, je pense qu'il y a voilà, quelque chose qui est en train de partir. Enfin, on laisse faire des choses absolument innommables et scandaleuses. On a vu à Cologne, là, vous avez vu, il y a quelques jours, des gens qui manifestent pour un califat, quand même. Hein. Bon, on en est là. Bon. Mais il y a un autre, l'islam hors de France, l'islam en terre d'islam, si vous voulez, en soi, j'ai rien contre. Et je trouve même que c'est une belle civilisation. Il y a eu des moments de l'islam, alors que ce soit l'islam iranien du reste ou l'islam arabe, il y a eu des beaux moments. Il y a quand même eu des moments où on chantait l'ivresse et le vin et les belles jeunes filles. Enfin, vous voyez, il y a des poésies, des poèmes arabes absolument magnifiques. Donc, je trouve effectivement que c'est, oui, une religion globalement qui a régressé terriblement dans un, comment dire, dans un côté identitaire complètement stérile et fermé, vous voyez, et qui est devenu effectivement, je veux dire, cette pseudo-tradition que les salafistes brandissent, c'est une tradition du 19e siècle, c'est pas du tout une tradition qui remonte au 13e siècle, par exemple, vous voyez. Donc voilà, je trouve qu'il y a une régression, en effet, de l'islam, et je pense, en effet, que finalement, le désastre et la manière dont cette religion a commencé à s'étendre dans le monde entier est lié aussi, en effet, au régime arabe fort qui tenait ça, en fait. Vous voyez, et à partir du moment où on a déglingué tous ces régimes arabes, eh ben on a, voilà. Si vous voulez, la grande erreur, à mon avis, occidentale, et c'est une erreur qui peut nous coûter très cher et qui nous coûte déjà très cher, c'est de croire que tout est équivalent, vous voyez, que tout se vaut. Alors, que tous les peuples, tous les individus sauvages, je ne dis pas qu'il y en a certains qui sont supérieurs à d'autres, c'est pas du tout la question, mais je pense que chaque peuple a ses spécificités et qu'il y a en effet des peuples qui ont une tradition d'être tenus par un pouvoir fort. C'est vrai des Russes aussi. Les Russes ont toujours eu un pouvoir fort. Je pense que les Arabes étaient tenus par un pouvoir fort et c'était pas pour rien. Alors des dictatures qui n'étaient pas forcément par ailleurs extrêmement sympathiques, hein, mais qui tenaient les choses et qui réussissaient quand même à maintenir des forces, notamment des forces religieuses, dans les forces les plus redoutables quand même, hein, qui les canalisaient. Voilà. Allez, autre thème récurrent, le grand remplacement. Souvent nié, ce processus est décrit par vous comme la première fois dans l'humanité qu'un peuple se laisse coloniser pacifiquement par d'autres peuples. Et ce processus a cru de manière exponentielle, malheureusement. Alors, à l'époque, j'écrivais en effet que c'est la première fois qu'un peuple se fait coloniser pacifiquement. Aujourd'hui, je pense qu'on peut enlever le pacifiquement. Hein. C'est-à-dire qu'entre-temps, si vous voulez, en 10 ans, à l'époque, il y avait beaucoup moins. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait des gamins égorgés. Il y a encore hier, je ne sais pas si ou avant-hier, un jeune garçon de Châteauroux qui s'est fait planter dans le cœur par un Afghan pour une histoire de portable. Enfin, 15 ans. Hein. Bon, ça, c'est tous les jours. Bon, donc aujourd'hui, c'est plus si pacifique que ça, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens en France qui ne sont pas français ou qui sont français de papier mais qui ne sont pas français de cœur et qui, effectivement, commencent à imposer leurs lois et ça n'est plus de manière pacifique. Je veux dire par là qu'il y a eu quand même des faits divers, entre guillemets, ces derniers temps, qui, à mon avis, ne sont pas des faits divers, mais que ce soit la petite Samara, vous savez, qui vivait à l'Occidental et qui se fait lyncher parce que elle quitte la communauté, que ce soit le petit gamin qui, Shemseddine, vous savez, qui parle sur les réseaux avec une jeune fille et qui a des propos un peu lestes et qui se fait rappeler à l'ordre par sa communauté au point qu'il est tué. Hein, bon. Donc tout ça, vous voyez, le pacifisme a disparu. Hein, on continue à être colonisé, mais de moins en moins pacifiquement. Et alors après, il faut quand même dire que la période couverte par le bouquin inclut quand même un moment très important c'est 2015. C'est-à-dire que 2015, tout d'un coup, on réalise, et en tout cas moi je réalise, en écrivant mes chroniques, que l'immigration qu'on a connue jusqu'alors était peut-être une plaisanterie par rapport à ce qui nous attend. 2015, je vous rappelle, c'est 1 million de personnes qui arrivent en Allemagne pendant la guerre de Syrie, et c'est des colonnes entières d'envahisseurs, enfin, ou alors les mots n'ont pas de sens, filmés par drone ou par hélicoptère, etc., des colonnes entières qui viennent en Europe. Et Merkel, Merkel qui leur dit évidemment bienvenue, willkommen, etc. Et puis on a Cologne. Ce ne sont pas des envahisseurs, ce sont des invités. Alors, ce sont des invités d'un point de vue des gouvernants probablement, mais je pense que d'un point de vue, tout le problème est là, d'un point de vue des peuples européens, non, ce ne sont pas des invités. Les peuples européens, je crois que clairement, n'en veulent pas. En tout cas, pas de cette quantité et parfois même de cette nature. Parce que l'immigration, on a quand même le droit de choisir et le nombre et la qualité des gens qu'on invite précisément. Vous insistez aussi sur une autre thématique,
qui est encore très présente en 2024, c'est les atteintes systématiques à la liberté d'expression, avec cette volonté systématique, là aussi, de s'immiscer dans notre vie privée. Alors là, vous évoquez entre 2012 et 2016, là, vous allez avoir raison avec notamment la crise sanitaire et la volonté de contrôler les peuples, les populations. La liberté d'expression est sacrée, mais... La liberté d'expression, c'est bien simple. Depuis ces chroniques, elle a encore reculé. Je vous donne un exemple tout bête. Il y avait une chronique qui était que j'avais publiée à l'époque dans Minute sans problème. Et avec mon éditeur, on s'est dit... même mon éditeur, d'ailleurs, m'a signalé lui-même, m'a dit la loi maintenant... Enfin, la loi, c'est pas tant la loi, d'ailleurs. C'est pas tant la loi qui a changé que la manière de l'interpréter, que la manière dont les juges vont attaquer ou les associations. Enfin, en tout cas, dans les faits, la liberté d'expression ne cesse de reculer. C'est une évidence. Elle cesse de reculer. Il y a regardez, récemment, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Transmania, de Ramuto et... Oui, il y a Bistro Liberté. Et Mademoiselle Marguerite Stein, voilà, qui non seulement est privée de publicité par la mairie de Paris, mais qui est attaquée. Alors que c'est un essai qui est très documenté, qui donne des chiffres, qui donne des interviews, des éléments tout à fait factuels, avec une opinion qu'elles ont strictement le droit d'avoir. Eh bien non, c'est attaqué, et on veut effectivement de plus en plus faire taire l'opposition. Après, quelque part, j'allais dire, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde ou pas ? Je pense quand même que, si vous voulez, le vent souffle dans les voiles. Et alors, on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais moi je disais quand même que, à l'époque, si vous voulez, je traquais dans ces chroniques le moment où les Français allaient ouvrir un œil. Et parfois, je voyais, je sentais quand même qu'il y avait des... Alors, ils ont mis le temps à ouvrir, mais je crois qu'il y a un œil qui est ouvert. Je crois que les Français ont ouvert un œil. Maintenant, il reste à ouvrir le deuxième. Et à ce moment-là, on verra bien ce qui nous entoure. Et là, ça peut aller très vite. Vous savez, l'histoire, c'est le lieu de l'imprévisible. C'est le lieu qui, tout d'un coup, là où on n'attend pas, et les choses peuvent tout d'un coup aller très vite. Je ne veux pas faire profession d'optimiste outrancier, parce que la période ne s'y prête pas. Mais rappelez-vous quand même l'URSS, un empire qui était là pour 1000 ans. Tout d'un coup, il y a quelques failles, et en quelques semaines, ça s'effondre. Alors, si les Français ouvrent leurs yeux, est-ce qu'ils voient une grande constance au fil des années? C'est ce que vous appelez la République des copains, évoquant avec brio d'ailleurs la 4e République, Harry Branca, pourfend, lui, la République des imposteurs, bref, de tout temps, la République des coquins. En fait, ce titre, c'était la République des copains coquins. C'est vrai qu'il y avait un petit clin d'œil, en effet, mais c'était plus, si vous voulez, il faut se rappeler quand même que c'est aussi l'époque de Cahuzac. Cahuzac, c'est quand même pas rien. C'était un ministre en charge de la fraude fiscale qui fraude au fisc. C'est quand même original. Si vous voulez. On avait vu plein de choses dans la Mitterrandie, mais on n'a quand même pas vu ça. Et alors, moi, je me rappelle très bien, en plus, c'est une affaire qui m'avait un peu secoué à l'époque, parce que c'est Mediapart qui l'avait sorti. Je me rappelle que Cahuzac était venu au Parlement, et il avait tenu un discours, il avait regardé les yeux dans les yeux la représentation nationale, en disant « je n'ai pas de compte en Suisse ». Et là, je m'étais dit... Vous voyez, comme quoi on est toujours un peu naïf, on ne perd jamais de sa naïveté. Je m'étais dit, un ministre ne peut pas aller dans le lieu de la représentation nationale, jurer les yeux dans les yeux, donc Mediapart s'est planté. Et je m'étais dit, maintenant j'attends de voir comment... Eh ben non. Si vous voulez, le cynisme de ce bonhomme était quand même absolu, et ce qui fait que... Voilà. Donc la République des copains, c'était quand même... Il y avait ça, puis il y avait plein d'affaires à l'époque, quand même. Donc c'était les copains au sens copain-coquin, mais c'était aussi, dans mon esprit, le titre qu'on a choisi pour le recueil entier, c'était aussi cette République des copains dont je parlais un peu avant, c'est-à-dire le PS et l'UMP qui se partageaient le pouvoir, qui étaient copains en fait, copains au sens idéologique, qui pensaient la même chose. Cap sur l'Europe, et puis tout ira bien. Bon. Et c'est donc il y avait, vous voyez, les copains politiques et les copains coquins. Voilà, il y avait les deux. Et donc j'ai pris ce titre parce que je trouvais que ça... On aurait pu en prendre un autre, mais ça donnait un petit peu une image de l'époque telle que je l'avais analysée dans ces chroniques. Oui, Olivier Molin, ce livre cache aussi une véritable profession de foi. Elle se trouve de manière assez vibrante, d'ailleurs, en page 188, je le dis pour les téléspectateurs, une dénonciation du capitalisme absolu qui détruit tout et déroule sous nos yeux le cauchemar américain mondialisé. Là, c'est véritablement le fond de votre pensée. Alors, c'est le fond de ma pensée, mais c'était aussi dans cette chronique, je revenais sur... J'entamais un débat un petit peu avec un autre journaliste de Minute, enfin, on ne rentre pas dans le détail, mais je disais simplement qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, en effet, j'avais poussé mon raisonnement... Alors, vous dites que oui, c'était quasiment
une profession de foi, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que le principal danger aujourd'hui que je vois et que je continue à voir, c'est en effet ce capitalisme sans limite, si vous voulez, qui détruit tout en vérité. Ce que souvent d'ailleurs les gens de droite ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à comprendre, ils pensent que le capitalisme, c'est uniquement un système économique, alors que non, le capitalisme, c'est aussi un esprit. Pour que le capitalisme puisse être accepté, pour que tous les dégâts qu'il fait, quand je dis les dégâts, voilà, le capitalisme a besoin de marchés sans cesse, de nouveaux marchés. Donc quand il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la marchandise, il faut qu'ils créent de la marchandise. Un exemple tout bête, ça va vous parler, mais ça c'est un exemple anecdotique, mais il y en aurait des bien plus graves. Par exemple, avant, on avait quelque chose qui s'appelait l'autostop. On faisait du stop. Bon, ça marchait. Hein, vous pouvez me conduire à Lyon, merci, etc. Il y avait un marché. On en a fait un marché. Aujourd'hui, on fait pareil, mais on paye. Voilà. Et alors, c'est pareil pour la famille, si vous voulez. Pourquoi est-ce que tous les gens vous rappelez, c'est la même époque, je fais des chroniques là-dessus, sur l'ouverture du travail le dimanche. Que la droite, à l'époque, souhaitait ardemment. Oui, hein. Mais pourquoi ? Parce que le dimanche, c'est un lieu où on va à la messe, ou pas d'ailleurs, on va se balader dans la forêt. Enfin, c'est un jour où il n'y a pas d'activité économique. Et donc pour certaines personnes qui n'ont pas de vision autre qu'économique, c'est un scandale. Il faut qu'on consomme ce jour-là aussi. Voilà. Et donc c'est cette malédiction économique, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'économie et que je suis contre qu'un pays soit riche. Vous voyez, pas du tout. Je ne suis pas décroissant ou ce genre de choses. Mais je dis simplement que l'économie devrait être laissée à sa place et laisser des moments de respiration qui sont non marchands. Or le capitalisme ne les tolère pas. Donc il détruit tout ce qui est sur son passage. D'une phrase, une dictature de la marchandise régie par les seules lois de l'économie où les hommes ne seraient plus que des atomes. Et on pense ensuite à la GPA. Voilà, et alors, effectivement, bien sûr. Et regardez, la GPA, c'est un magnifique exemple, parce qu'en plus, c'est un exemple particulièrement choquant. On a créé un marché. C'est un marché, la GPA. C'est un marché, je crois que c'est 100 milliards de dollars dans le monde. Donc, il y a voilà, c'est un marché. On achète des enfants. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens de gauche qui se disent anticapitalistes qui applaudissent à la GPA. Hein. Bon, alors ça, il faudra m'expliquer. Bon, ça, c'est leur problème. Mais la GPA, c'est effectivement quelque chose de complètement délirant. On achète des enfants. Alors, et pour dire tout cela, vous allez chercher un philosophe italien, Costanzo Preve, qui est un marxiste. Oui, c'est un marxiste, en effet. Marxiste, donc il faut aller chercher chez les marxistes la lutte contre le capitalisme. On ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, ça ne m'a jamais gêné d'aller... non seulement ça ne m'a jamais gêné, mais je l'ai toujours fait d'aller à gauche. Il ne faut pas oublier qu'à gauche, il y a une gauche sérieuse, il y a une gauche, notamment sur les questions économiques et sociales, une gauche marxiste très sérieuse. Il ne faut pas hésiter à aller la lire. Et après, on l'adapte à notre sauce. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout un marxiste, vous voyez, mais bien sûr qu'il faut aller lire. Alors, ça ne veut pas dire qu'à droite, il n'y a pas des... à droite, si vous voulez, je pense qu'à droite, il y a les grands auteurs qui ont dénoncé, d'un point de vue morale et d'un point de vue, je pense à Bernanos par exemple, qui ont dénoncé ce monde qui apparaissait déjà à son époque. Les plus belles envolées sont plutôt des écrivains de droite. Mais dans l'aspect... plutôt, vous voyez, littérairement, on va dire. Mais dans l'aspect précis, technique, de la pensée, oui, il y a des écrivains. Moi, je me rappelle avoir lu un très très beau livre sur l'esprit du capitalisme, précisément, de Boltanski et je ne sais plus comment, c'était deux auteurs, Eva Capello, je crois, enfin peu importe, et qui était très intéressant, parce que qui montrait justement que le capitalisme c'est un esprit. Et le capitalisme, comment dirais-je, son but, c'est de faire adhérer les gens. Et pour adhérer, c'est quoi ? C'est le divertissement, c'est toute une espèce d'entertainment, comme disent les Américains, qui va faire adhérer à un système et qui fait qu'on va accepter les dégâts causés par ce système. Alors sans quoi on ne les acceptera jamais, du reste. On va donc conclure avec Costanzo Preve, on va le garder, notre marxiste dissident. Dans son éloge du communautarisme, il dit que face à toute la perspective que vous dénoncez à travers lui, vous affirmez, il affirme, et donc vous affirmez avec lui, qu'il y a trois solutions. L'adhésion des peuples, c'est la soumission, l'adaptation, c'est une autre forme. L'adhésion à ce qu'on nous propose, en tout cas. L'adhésion à ce qu'on propose, l'adaptation, c'est-à-dire, on va pas pouvoir faire autrement, donc on va s'adapter à la situation. Et puis la résistance. Et la résistance, vous l'évoquez dans vos chroniques, avec la manif pour tous à l'époque. Bon, plus tard, il va y avoir les bonnets rouges, les gilets jaunes, les manifestations contre les retraites, la retraite Macron, les partisans de la liberté sanitaire. En fait, la résistance, elle existe. TVL, c'est la presse alternative, elle existe et la rébellion existe. Valeurs Actuelles est aussi une presse de transition, une presse qui se veut alternative. Elle existe. Tout n'est donc pas perdu. La France, elle n'est pas, et dites-moi, rassurez
rassurez-moi, Olivier Molin, est-ce qu'elle était éternellement livrée au bras cassés? Alors, moi, je le disais avant, je ne suis pas exagérément optimiste, mais je n'oublie jamais, moi j'ai une formation d'historien à la base, et je n'oublie jamais que l'histoire, c'est le lieu de l'imprévisibilité. Quelque chose peut arriver très vite, personne ne le voit. C'est pour ça que les projections, vous savez, à 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est à mourir de rire. Une projection de 3 mois avant la pandémie, hein, vous imaginez ce que ça donne. Bon, voilà, l'histoire, c'est ça. Donc non, il y a toujours ce petit trou de souris, je me dis, et en attendant, effectivement, que cette chose arrive ou pas... Vous êtes vraiment de droite, vous croyez à l'homme providentiel, Général oui, Boulanger? c'est pas faux, c'est pas faux. Je crois en l'homme providentiel, mais l'histoire est remplie d'hommes providentiels. Ah bon? Bien sûr, oui. Je crois que dans les périodes historiques, il peut y avoir tout d'un coup de femmes providentielles. Pensons à Jeanne d'Arc quand même, c'est pas rien. Oui, je crois qu'il y a tout d'un coup des personnes qui peuvent, des personnalités particulièrement fortes qui peuvent apparaître et changer de désastre. Je pense aussi, en effet, je crois pas uniquement à l'homme providentiel, je crois aussi aux structures, pour le coup, comme les montrent plutôt les essayistes de gauche. Il y a aussi évidemment des structures qui font qu'à un moment donné, il y a un combat culturel qui est pour moi fondamental. Si vous voulez, c'est le combat culturel qui doit être gagné pour que les solutions après puissent arriver politiquement. Tant que le combat culturel est perdu, il est évident qu'on ne peut rien faire dans un pays. Vous voyez, ça, c'est d'où l'intérêt de TV Liberté, de Valeurs Actuelles en effet, et d'autres, de réussir à mener ce combat culturel et, si possible, à le gagner. Il n'y a pas de sens de l'histoire alors? Non. Ce sont les hommes qui font l'histoire, oui, comme disait l'autre. Oui, bien sûr. Merci Olivier Molin. On vous retrouve avec Merci cette à vous. République des copains et autres chroniques sur tvl.fr en achetant le livre d'Olivier Molin sur la boutique de TVL. Mais autres chroniques, il y en a aussi qui seront diffusées tout de suite après ce Zoom. Si vous allez sur tvl.fr ou si vous allez sur la chaîne YouTube de TVL, retrouvez in extenso l'ensemble des chroniques littéraires que vous avez fait sur TVL pendant plusieurs mois qui vous permettront de découvrir des écrivains magiques et pourtant peu connus de l'opinion publique. Je vous laisse découvrir tout cela. Merci Olivier Molin. Merci à vous.